Donc, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence d'Euroguidance, dont la thématique aujourd'hui, c'est préparer l'adaptation psychologique et interculturelle. Donc, on va vraiment parler un petit peu de l'adaptation des jeunes quand ils partent dans un nouvel environnement, qui s'adaptent à une nouvelle culture, avec une nouvelle langue, de nouvelles façons de penser, de travailler, etc. Donc, on va s'appuyer ce soir sur les témoignages de quatre jeunes qui ont bien voulu venir participer à cette visioconférence. Donc, nous aurons en premier lieu Gaëlle, qui a fait un Erasmus donc en troisième année de sa licence de Sciences Po en Suède, dans les pays scandinaves. Elle sera suivie de Mélissa, donc, qui a fait également un Erasmus en Espagne. Donc, elle vous racontera également un petit peu comment ça s'est passé, expliquera son parcours. Nous aurons ensuite Aglaé, qui ne va pas tarder donc à nous rejoindre dans le webinaire, qui elle a fait au cours de son cursus un volontariat en Inde. Et puis on finira par Chloé, qui a fait entre autres une mobilité aussi en études en Australie. Donc on essaye un petit peu de diversifier à la fois donc, les destinations. Donc on voit qu'on a de l'Europe méditerranéenne, l'Europe scandinave, et puis également aller sur différents continents pour voir justement s'il peut y avoir des différences au niveau de l'adaptation et voir justement comment est-ce que vous avez pu justement faire face à ces différences culturelles. Avant cela, nous aurons Isabelle de Kester, donc du réseau Euroguidance, qui va faire un petit topo, un petit rappel, poser un petit peu le cadre sur des aspects théoriques liés à l'adaptation quand on part lors d'une mobilité. Et on pourra également aborder les questions un peu d'interculturalité. Donc, cette conférence, elle est organisée, donc, encore une fois, par le réseau Euroguidance. Donc, nous sommes un réseau du programme Erasmus+, donc le réseau pour l'orientation, donc, accolé au programme Erasmus, où on a pour mission, entre autres, hein, de favoriser la mobilité en Europe, mais également plus largement à l'international. Donc, en France, on est constitué à la fois on est sous la tutelle du ministère de l'Emploi, puisqu'on a avec nous Centre Info et le réseau des Cariforef. Et pour ce qui nous concerne plus précisément aujourd'hui, donc avec Isabelle et moi, nous sommes des centres ressources Euroguidance donc pour le réseau éducation, puisque nous dépendons du ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a 4 centres nationaux ressources, celui de Lyon, de Lille, le CIO de Strasbourg et celui de Marseille. Et on est également en partenariat avec l'ONICEP. Donc, sans plus tarder, puisqu'on va essayer quand même de garder un petit peu le timing de cette visioconférence, je vais laisser la parole à Isabelle, qui va pouvoir nous présenter un petit peu les aspects théoriques voilà, liés à l'adaptation et à l'interculturalité. Ok, donc, bonjour à tous. Donc je vais m'appuyer sur une présentation très courte. Et donc l'idée sur la thématique de la visioconférence aujourd'hui, mobilité internationale, préparer l'adaptation psychologique et interculturelle, c'est de donner quelques pistes par rapport à cette situation un peu différente, un peu extraordinaire peut-être, d'une mobilité qui consiste à changer son cadre, changer son environnement, changer ses relations sociales et des effets que ça peut avoir du côté des humeurs et des états émotionnels des personnes qui vivent cette situation. Alors, premier petit focus sur les aspects psychologiques, c'est le phénomène de l'adaptation et on verra ensuite les conditions requises, celles qui vont faciliter cette adaptation justement. Donc, plongé dans un environnement différent, l'individu qui est en mobilité va donc passer par plusieurs étapes. Alors, tout le monde ne passe pas ces étapes de la même façon. Ces étapes peuvent être plus ou moins prononcées, mais voici ce qui est classiquement attendu. D'abord, une période d'arrivée où on traverse une sorte de lune de miel, c'est-à-dire que tout paraît formidable. Il y a un côté un peu vacances, en fait, où on arrive dans un nouvel environnement et on y voit surtout les côtés exotiques, entre guillemets. Et on est content de s'étonner de tout ce qui arrive de nouveau dans notre environnement. Donc ça, c'est cette première étape.
Et puis, petit à petit, avec un phénomène d'habituation, avec une certaine routine aussi qui va s'installer, on va finir par voir aussi tout ce qui nous manque et qui n'est pas comme d'habitude. Et si l'influx, l'arrivée de ces situations différentes paraissent trop lourdes, trop nombreuses, trop inhabituelles, ça peut créer un sentiment un peu de désorientation ou d'inconfort. Et à ce moment-là, la personne en mobilité peut le vivre un peu plus difficilement. Donc, il est important à ce moment-là, bien sûr, de prévenir à la fois celui qui va partir, mais aussi ses proches, sa famille, ses amis, qu'il peut y avoir un phénomène comme ça dans la mobilité, surtout lorsqu'elle est longue, et que c'est normal et que normalement les choses vont s'arranger par la suite. En effet, après cette deuxième période, on rentre dans un stade un peu plus de maturation où la personne va s'adapter et donc va transformer et va prendre pour plus habituel ces phénomènes nouveaux. Elle va les intégrer en fait. Donc là, au départ, c'est un peu énergivore hein, puisque ça va demander à traverser cette difficulté. Et puis petit à petit, ça va rentrer un peu plus dans les habitudes. Voilà. Donc là, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus normal, si vous voulez, en termes d'affect, de sensations et d'émotions. Et puis, bien sûr, après, il peut y avoir un phénomène plus actif, plus positif, qui est que la personne, dans son nouvel environnement, se sente de mieux en mieux et finisse par l'intégrer tellement bien qu'elle y devient aussi de plus en plus partie prenante, de plus en plus active, jusqu'à, et c'est ce qu'on lui souhaite, arriver à une satisfaction beaucoup plus complète et un épanouissement encore plus important. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque par rapport à ce phénomène d'adaptation. Deuxième remarque, et là je m'appuie sur un autre modèle, les premières informations dont les étudiants et les personnes qui partent en mobilité ont besoin, c'est des informations qui concernent les besoins primaires, les premiers besoins, c'est-à-dire la santé. Est-ce que je vais pouvoir me soigner? Est-ce que je suis en bonne santé? Si j'ai besoin des médicaments, par exemple, est-ce que je vais pouvoir me les procurer? Les besoins qui concernent la nourriture, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que ça va correspondre à mes besoins? Est-ce que je pourrais manger à satiété? Les conditions d'hygiène, comment je pourrais me laver? Est-ce que j'aurai des commodités à proximité? Dans quelles conditions? Le besoin de sécurité, se sentir en sécurité, c'est important pour pouvoir profiter un maximum de cette expérience. Et puis, les besoins de sommeil, partager un lit dans un dortoir ou dans une chambre en colocation ou bien dans un appartement, enfin, tout ça va introduire des situations différentes. Et enfin, le dernier besoin primaire, c'est le besoin des relations sociales, le besoin de se sentir soutenu. Hein. Donc là, ça va passer par une ligne téléphonique qui fonctionne, le fait de savoir se débrouiller dans la langue utilisée sur place, avoir des activités avec les autres pour ne pas être isolé, et puis avoir son espace personnel. Voilà. Donc, les premiers besoins, c'est ça qu'il faut apporter en fait comme réponse à ceux qui partent pour déjà les déstresser, les rassurer par rapport à cette expérience de mobilité. Alors, plus on va être élaboré dans le niveau dans la façon dont on va répondre à ces besoins, et plus l'expérience de mobilité a des chances de se passer avec plus de confort. En fait. Voilà. Donc, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir apporter une réponse à la situation, aux émotions psychologiques, à l'état psychologique des personnes en mobilité, on va veiller à informer sur les différentes étapes de l'adaptation et à apporter ces informations pratiques sur les conditions dans lesquelles vont se passer la mobilité. Deuxième focus, ça concerne l'interculturalité. L'idée de partir à l'étranger, c'est pas partir en voyage et rester fermé dans une bulle. En tout cas, je ne le pense pas. C'est pas celle qui est la plus enrichissante, mais c'est surtout de partager des moments, donc de les partager, donc de vivre une situation interculturelle avec les autres. Alors,
toutes les personnes qui partent à l'étranger ne partent pas dès le départ du même capital au niveau de la sensibilité interculturelle. Donc, déjà, des gens qui ont déjà vécu des expatriations, par exemple, ou qui vont sur un territoire qu'ils connaissent déjà, auront forcément une approche différente par rapport à ceux qui découvrent complètement l'expérience de mobilité. Donc, il y a ce modèle développemental de Milton Bennett qui permet de quantifier, de catégoriser, disons, différents stades dans cette expérience de la différence interculturelle. Alors, les stades de gauche sont finalement ceux qui seront les plus centrés sur soi, c'est-à-dire d'abord le stade du déni, donc ne pas voir de différence, ne pas vouloir regarder ce qui est différent, rester un petit peu en observation très extérieure. Le stade de défense qui est plutôt de les mettre en opposition, sa culture contre l'autre culture, donc un phénomène un petit peu binaire sur cette considération interculturelle. La minimisation, donc le fait de voir qu'il y a des cultures, mais finalement de minimiser l'importance et de ne pas la traiter finalement. Sur les stades qui sont ethno-relatifs, on a là des stades un petit peu plus élaborés, on voit la différence de culture et on l'accepte, on la regarde et on la traite, on l'analyse, on s'y adapte, donc là on va pouvoir y répondre éventuellement ou la considérer avec plus d'activité, de participation, et on l'intègre. C'est-à-dire que là, cette fois, on est complètement sur la double culture. On arrive à s'approprier cette autre culture. Voilà. Donc, si on veut aider à développer, à se sentir bien au niveau de cette sensibilité interculturelle, il peut être intéressant déjà de sensibiliser les jeunes qui partent en mobilité lorsqu'on est un accompagnant ou un encadrant, de façon à ce qu'ils soient conscients qu'il peut y avoir différentes façons d'approcher une autre culture. Alors, dernière slide. Plusieurs établissements, donc je cite une université parce que les universités pratiquent la mobilité depuis très longtemps déjà. L'université de Clermont-Auvergne a un laboratoire de recherche qui s'intéresse particulièrement à l'adaptation interculturelle. Donc, il propose un module interculturel, donc GSI, gestion de la sensibilité interculturelle. Alors, de quelle façon? Par exemple, il propose une unité d'enseignement avec des crédits ECTS qui font rentrer en ligne de compte dans leur licence ou leur master, qui s'appelle Prépa Mobi, avec un cours de sensibilité interculturelle, donc cours que les étudiants vont pouvoir suivre pour se préparer à leur mobilité, avec aussi un accompagnement sous forme d'un blog que les étudiants vont remplir et alimenter de façon à ce qu'il y ait la possibilité d'un suivi de ce qui se passe à distance. Donc, voilà un exemple intéressant. Comme ils s'y intéressent depuis assez longtemps, ils ont aussi décliné en fait cette valorisation interculturelle d'autres façons, sur des modes hybrides où il y a de la télécollaboration avec des étudiants qui sont en France et des étudiants qui sont dans un autre pays. Cette télécollaboration, elle peut être hybride, c'est-à-dire qu'on commence avec de la distance et ensuite on poursuit l'expérience en allant se rendre visite directement sur place. Donc ça, c'est des modules qui sont intéressants et qui montrent que l'interculturel, ça peut aussi fonctionner à distance. Il peut y avoir aussi un module complètement à distance, donc ça, c'est possible aussi. On parle par exemple, du module interculturalité à la maison, IAM, et ça peut aussi aider des étudiants étrangers dont on veut aider l'intégration à l'université. Voilà, donc il y a aussi la possibilité de participer à un projet virtuel, donc complètement à distance, mais avec une autre culture. Une autre possibilité que donne encore l'université Clermont-Auvergne maintenant, c'est de préparer en fait la validation d'une compétence interculturelle, donc à distance, c'est-à-dire que l'étudiant va préparer toutes les preuves
qui vont rentrer dans une déclinaison de compétences qui sont annoncées par les enseignants de l'université. Et donc, l'étudiant, en fonction des preuves qu'il va apporter, va pouvoir avoir une validation de compétences sur un niveau plus ou moins élevé. Donc, il y a plusieurs niveaux sur chaque compétence. Et ça, c'est vraiment aider les étudiants aussi à prendre conscience de ce qu'ils auront acquis pendant leur mobilité à l'étranger. Voilà. Donc, d'autres universités ont fait d'autres choses aussi très intéressantes. Je pense par exemple à l'université de Grenoble qui met en place des podcasts avec des témoignages d'étudiants qui sont partis et qu'on peut écouter à distance. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi soutenir des étudiants avant le départ. Je n'irai pas plus loin, je pense avoir suffisamment parlé de façon à pouvoir laisser maintenant la place aux témoins qui vont apporter un éclairage beaucoup plus vécu de leur expérience. Donc, merci Isabelle pour cette présentation qui paraissait vraiment très très claire, très instructive. Donc, on va maintenant laisser la parole donc, à nos différents témoins, en commençant par Gaël. Donc, Gaël, je rappelle, qui a fait son Erasmus en Suède lors de sa formation donc, en licence avec Sciences Po. Mais vous allez tout nous expliquer, Gaël, Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout est bon? Ok, bon, super. parfaitement. Bonsoir à toutes et à tous. Enchantée, Gaëlle. Je travaille à la direction internationale de la région Hauts-de-France et j'ai fait mes études à Sciences Po Rennes. Et donc, dans le cadre de notre troisième année, on doit partir obligatoirement à l'étranger. Ça peut être sous la forme de stage, d'études ou des deux. Moi, j'ai choisi de faire une moitié en études, donc en partant à Stockholm en Suède, et une autre moitié en stage complètement ailleurs. Euh, Par rapport à ce choix de partir en Suède pour mes études, le choix s'est fait pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que la Suède me faisait très envie. C'est un pays qui est culturellement riche. Il y a de très beaux paysages et il y a vraiment la notion de bien-être et de respect qui est voilà, très, très présente au sein de la population suédoise. Euh, un autre aspect, ça a été les aides Erasmus qui sont proposées aussi pour cette mobilité. C'est vrai que c'est non négligeable. Voilà, dans certaines parties du monde, on n'a pas forcément d'aide financière, mais là, c'était assez intéressant de pouvoir en bénéficier. Et un autre choix aussi, une autre raison pour laquelle j'ai fait ce choix, c'était que la Suède était un des pays où on proposait en fait pour les étudiants de loger dans des campus. Je sais que quand on part en stage, c'est pas toujours proposé, mais c'est vrai que si vous avez la possibilité de loger dans un campus, c'est vraiment intéressant, notamment pour voilà s'adapter au mieux et trouver en fait le plus rapidement des amis. Donc, je pense que c'est un pilier là-bas et voilà ça peut aider peut-être à se sentir mieux et à avoir moins peur de partir. Euh, pour préparer ma mobilité, ce que j'ai fait, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà voilà d'anticiper votre voyage et de faire comme si vous y étiez. Donc, de vous préparer voilà, donc je vais arriver là-bas, je vais arriver à l'aéroport, qu'est-ce que je vais faire juste après? Donc, déjà, voilà, anticiper vos premiers pas là-bas. Après, ça peut être regarder beaucoup de photos, voir un petit peu ce qui se fait dans la ville où vous allez être. Est-ce qu'il y a des musées? Qu'est-ce qu'on peut faire comme sortie? Voilà, vraiment, vraiment vous y voir dès le départ. Ça peut être intéressant d'acheter des livres comme le Routard, par exemple, qui explique déjà un petit peu le contexte du pays. Ça peut vous donner les premières clés, notamment au niveau des différences culturelles. Euh, Ce qui peut être intéressant aussi, généralement au niveau des universités, il y a un réseau d'alumni, d'étudiants qui sont déjà partis dans le pays. Moi, j'avais pris contact avec les anciens, entre guillemets, qui étaient déjà partis en Suède pour poser toutes les questions que j'avais. Et très souvent, ils vous répondent, voilà, ils sont très sympathiques, donc il faut vraiment pas hésiter à se reposer sur eux. Euh, qui peut
Je réfléchis à ce que j'avais pu faire d'autre. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille, parce qu'on a toujours un contact qui nous dit, ah oui, bah moi je suis partie en Suède, je connais telle ou telle chose, voilà, j'ai des bons plans. Donc il faut toujours pouvoir en parler autour de soi, on ne sait jamais. Et très souvent, on est étonné de voir qu'il y a pas mal de personnes qui partent là-bas. Euh, et puis aussi, il y a des groupes Facebook, voilà, les Français en Suède, les Français un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'est aussi des contacts assez intéressants pour poser vos questions. Euh, Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est se renseigner sur la météo, bien sûr, et les différences au niveau des saisons. Alors là, c'est voilà, assez particulier dans le cadre de la Suède, puisque moi, j'ai connu l'hiver là-bas, et c'est vrai que l'hiver, en fait, il fait sombre à 15 heures. Voilà, à 15h30, 16 heures, il fait déjà noir, donc ça peut voilà, être un peu perturbant. C'est pour ça qu'il faut déjà bien se renseigner et voilà, se faire à l'idée qu'on va vivre cette période-là. Euh, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être pas d'arriver directement en hiver. Moi, j'étais arrivée en fin août, début septembre, donc ça permet voilà euh, passer tranquillement en fait de la fin de l'été à l'automne et puis ensuite début de l'hiver. Voilà, ça on n'a pas toujours le choix, mais en tout cas, c'est peut-être mieux de passer par là pour une première mobilité. Euh, mais sinon, là, je reviens en fait à l'aspect campus, c'est l'aspect de voilà d'avoir des amis autour de soi, c'est que bah, pour surmonter un petit peu les coups de mou qu'on peut avoir quand il fait très sombre en hiver, c'est toujours sympa de voilà discuter autour d'un repas autour du campus, de d'organiser des soirées avec ses amis, d'où l'aspect très intéressant de voilà relation sociale au niveau de notre lieu d'habitation. Euh, Ce qui était aussi intéressant en partant en Suède, c'est que j'ai appris une pédagogie complètement différente, puisque j'avais des cours là-bas. Et en fait, la façon de, de, de- d'apprendre les choses est très différente par rapport à la France, c'est-à-dire que on est très autonome dans notre façon de travailler. En fait, on nous demande d'abord de lire, de se renseigner sur le sujet, et ensuite il y a un échange avec le professeur. Donc voilà, on appréhende en fait les sujets de cours très différemment par rapport à la France, et c'était assez plaisant. Voilà, on avait vraiment la liberté de bah, s'adonner à la lecture, de vraiment approfondir un sujet, ce qui peut être parfois différent par rapport à la façon d'apprendre en France. Voilà, je vais arrêter de parler, j'ai pas mal parlé, mais sinon un dernier mot, c'est vraiment, je vous recommande de partir à l'étranger. Euh, pour son autonomie, ça donne plein de clés. On en apprend beaucoup sur soi-même et on s'ouvre aux autres aussi, tant aux personnes étrangères, mais aussi aux personnes françaises qu'on va rencontrer, parce qu'on est là, on est tout seul et on n'a pas le choix que d'aller vers les autres et voilà, d'en apprendre sur les autres. Donc c'est vraiment très très bien pour se former soi-même et puis aussi pour son métier plus tard dans ses relations interpersonnelles et interprofessionnelles. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Gaël pour votre témoignage. Donc, on voit que vous avez repris un peu les éléments finalement que Isabelle avait présentés en introduction, hein. Vous avez commencé à parler du financement avec Erasmus, donc il vous donnait un petit peu une assise, et puis du logement hein, sur le campus qui était important pour vous, avant de pouvoir faire des activités pour avoir une plus grande socialisation. Vous avez également parlé un petit peu des aspects interculturels, hein, en vous préparant en amont avec des guides comme le guide du routard, par exemple, le réseau d'aide d'alumni, pour voir un petit peu, sentir un petit peu les choses par rapport à l'interculturalité. Donc voilà, c'était vraiment très très intéressant et ça rebondissait bien, ça témoignait bien, et ça donnait bien en exemple par rapport au modèle théorique présenté par Isabelle. Ce que je propose peut-être maintenant, c'est de passer donc à Mélissa et puis peut-être voir ensuite s'il y a des questions qu'on voulait retransmettre également par la suite, en sachant que peut-être que vous devrez partir plus tôt. Donc je préviens également l'Assemblée si jamais ça devait s'éterniser un petit peu, vous serez bien sûr autorisé à nous quitter. On va peut-être passer maintenant du coup à Mélissa. Donc Mélissa qui a fait, elle, un Erasmus en Espagne. Oui, tout à fait. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, Mélissa. Parfait. Donc moi, j'ai fait un Erasmus en Espagne pendant seulement un semestre, en fait, pendant le second semestre du coup de ma L2.
donc l'année dernière. Je suis partie à Caceres, donc c'est un petit peu à côté de la frontière portugaise. Et en fait, moi, pour partir, j'avais fait le choix de partir en voiture, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui m'a déposé là-bas. Et c'est vrai que ça, en fait, ça a changé tout le départ de ma mobilité parce que ça m'a vraiment permis d'avoir tout ce temps de trajet pour me rendre compte que j'étais vraiment en train de partir. Ce qu'on n'a pas vraiment quand on prend l'avion et qu'en 2 heures, on est arrivé sur place. C'est vrai que ça a tout changé à ce niveau-là et que ça m'a vraiment permis une adaptation un petit peu plus agréable, surtout le fait de ne pas partir seule aussi, le fait d'avoir le temps de m'installer avec quelqu'un, etc. Après, cette personne est revenue en France, bien sûr, mais moi, au moins, pour m'installer là-bas, j'étais pas toute seule et c'est vrai que ça m'a bien rassurée aussi. Donc après, même si on part, c'est un conseil aussi que je peux avoir, même si vous partez en avion, si vous avez l'occasion que quelqu'un parte avec vous, fasse l'aller-retour pendant des vacances ou quoi que ce soit, fin août, ça peut être agréable aussi de pas se retrouver tout seul tout de suite et de pouvoir commencer à voir un petit peu les lieux sans être seul. Moi, je sais que j'avais bien apprécié. Euh, la première chose qui m'a étonnée, moi, par rapport aux cours, donc je sais pas si c'est partout pareil au niveau des Erasmus, c'est qu'en fait, c'était à moi de faire mon emploi du temps. Et c'est vrai que ça avait été très compliqué au début. En fait, c'est quelque chose qui m'a posé de réels problèmes, donc c'est pour ça que j'en parle. Parce que, en fait, on ne nous a pas forcément dit que les cours allaient forcément se chevaucher. Donc j'avais des cours qui se chevauchaient et j'essayais de faire en sorte que ça ne se chevauchait pas, sauf que, bah, à moins de suivre un seul emploi du temps, j'avais pas vraiment le choix. Et comme ma licence, et je fais une licence ici de LLCE, et il n'y a pas exactement d'équivalence là-bas, donc il fallait que je mélange plusieurs licences, et c'est vrai que ça m'avait posé certains problèmes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner en fait auprès du secrétariat, etc. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et c'est vrai que dès le départ, ils m'ont dit ne vous inquiétez pas, enfin, c'est normal si ça se chevauche. Les professeurs sont compréhensifs. Et effectivement, quand j'ai parlé avec eux par la suite, en fait, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que sur le coup, ça met un stress énorme pour pas grand-chose en fait, parce que eux sont déjà au courant de ce genre de problème. Vous êtes rarement le premier ou la première à avoir le problème. Il y a souvent des gens qui sont passés avant et qui ont déjà eu le problème. Donc les universités sont souvent compréhensifs à ce niveau-là. Moi, je sais que l'université de Caceres proposait des tuteurs, donc à se renseigner si jamais. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'avais une tutrice qui m'avait fait faire le tour de la ville, qui m'avait fait voir les bons plans, où est-ce qu'on peut acheter des fournitures un peu moins chères, les petits restos, les petits tout ça, et fait visiter la fac aussi. Et c'est vrai que bah, c'était sympa de savoir que je pouvais toujours me reposer sur elle. Et c'est vrai que par moment, je lui envoyais un petit message dès que j'avais une question, et elle était ravie de pouvoir m'aider. Donc bon il faut se renseigner. Je sais que toutes les universités ne le font pas, mais souvent en Espagne, ils le font en tout cas. Je sais que j'ai d'autres copines qui étaient parties autre part et elles avaient pareil des étudiants tuteurs qui étaient proposés. Euh, on avait aussi, nous, une association d'élèves étrangers. Donc, en fait, c'était agréable parce qu'en fait, c'était plein d'Erasmus d'un peu partout. Donc, moi, personnellement, ça m'a permis de rencontrer des copines qui étaient allemandes, qui étaient italiennes. Et c'est vrai qu'au niveau d'un point de vue interculturel, c'était très agréable aussi. Ça permet de découvrir de découvrir d'autres cultures, en fait. Pas seulement la culture du pays où vous êtes, mais aussi la culture des autres pays des alentours. Et il proposait du coup des voyages et tout ça un peu moins cher, un peu moins. J'ai pu aller visiter par exemple la Mérida, qui est à des prix vraiment très abordables. Il y avait des voyages à Madrid. Il y avait un voyage à Ibiza aussi, mais bon, il était un petit peu plus cher, donc j'ai évité. Parce qu'effectivement, même si j'ai eu beaucoup d'aide Erasmus, c'est vrai que je reprends ce que disait Gaël, mais pour l'Espagne, c'est pareil, on a beaucoup d'aide à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est agréable aussi de savoir, et moi, c'est ce qui m'a permis de pouvoir partir aussi, c'est le fait de savoir que en arrivant là-bas, bah, j'allais pas être sans revenu, il va pas falloir que je me débrouille avec ce que j'avais pu mettre de côté, qu'on était vraiment aidé à ce niveau-là. Et moi, par contre, à la différence, c'est que nous, pour notre Erasmus, on nous avait vraiment dit que par contre, le logement, c'était chacun se débrouille, en fait. Chacun devait trouver son logement. Après, il faut savoir que des sites comme ici en France, on utilise, enfin, moi dans mon coin en tout cas, on utilise beaucoup le Bon Coin, etc. pour trouver des logements quand c'est comme ça. Et ben, ils ont souvent des sites internet aussi pareil. Vous pouvez toujours demander à l'université si elle en connaît. Ils peuvent toujours vous en donner, ou alors aux étudiants tuteurs, aux autres étudiants qui partent, souvent ils ont des informations et moi c'est comme ça que j'avais trouvé. Du coup, je vivais chez l'habitant mais en même temps avec des colocataires. En fait, c'était un couple
de personnes, de personnes assez âgées leurs enfants étaient grands, étaient partis, ils avaient des chambres et du coup, ils louaient les chambres aux étudiants. Donc c'est vrai que, bah, en fait, du coup, j'avais et des colocataires qui permettaient, bah, de pouvoir échanger autant en espagnol. J'avais aussi un colocataire anglais, donc on a pu s'entraîner un petit peu. Et aussi vivre chez l'habitant, donc les coutumes, l'heure des repas, et cetera. Parce que comme disait madame Dequester, dans le diaporama, c'est vrai que, par exemple, moi, en Espagne, j'ai dû m'adapter à tout ça, au repas à 15 heures et pas à midi, à manger à 21 h 22 h à l'heure à laquelle, normalement, je me couche chez moi. Et c'est vrai que c'est tout un autre rythme de vie à prendre, mais qui était très agréable au final. Donc, donc c'est vrai que si vous avez l'occasion de pouvoir faire comme ça, de vivre chez l'habitant, je pense que c'est un gros plus. Et même si vous y vivez pas, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous mettre quand même au rythme de vie du pays dans lequel vous allez, parce que souvent on a l'habitude du coup de garder notre petit train-train quotidien en étant, moi je sais que j'ai des copines qui ont gardé leur petit train-train et qui me disent bah, en fait que ça leur a beaucoup moins apporté parce qu'elles ont continué de manger à midi quand même, entre deux cours, entre machin, et que bah, c'est vrai que ça coupe un petit peu du coup cette idée de partir en mobilité. C'est aussi cette idée-là de pouvoir prendre les points de vue culturels du pays dans lequel on est. Je pense que c'est plus agréable comme ça. Donc je pense que je vais vous laisser là. J'ai dit, je pense que je pense avoir tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et partez en Erasmus, partez en stage, faites tout ce que vous pouvez. Mais c'est toujours des expériences qui sont très très bonnes à prendre en tout cas. Mélissa, j'aimerais vous poser une question. Oui, Je pense que cette mobilité en Espagne, elle a, elle a, elle a eu un effet quand même assez fort, même sur vos projets. Est-ce que oui, vous pourriez en dire quelques mots? bien sûr. Donc moi j'ai tellement aimé ça que bah du coup je suis en train de prévoir pour la rentrée prochaine d'essayer de rentrer en master en fait directement en Espagne, donc de m'inscrire, de retourner à Caceres, là où je suis partie, et d'aller m'installer là-bas, du coup, avec mon copain, parce que ça a été d'une très très bonne expérience, et d'un point de vue santé aussi, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes de santé avant de partir et tout ça, ce qui m'inquiétait grandement d'ailleurs pour mon départ. Et en fait, en arrivant là-bas, le fait d'être beaucoup moins stressée, parce que les Espagnols sont beaucoup moins stressés que nous, et ben, ça m'a fait un grand bien d'un point de vue santé. Et du coup, j'ai dit, bah, si j'ai l'occasion, j'y retourne. Donc, on est en train de faire tous les papiers pour pouvoir partir et retrouver ce calme et cette vie plus agréable, en tout cas, que j'ai trouvé plus agréable, tout au moins. Merci. Voilà, pas de souci. Donc, merci Mélissa. Donc, vous avez d'abord axé sur le côté du soutien psychologique, hein, en parlant de, voilà, d'être éventuellement accompagné au début, que ce soit donc, par quelqu'un qui vienne vous accompagner pour l'installation, jusqu'à avoir un tuteur, ou alors solliciter des services sur place comme le secrétariat ou des enseignants ou autres. Donc, on voit l'importance aussi d'être quand même actif et ne pas rester toute seule avec ses problèmes. Vous avez réussi à faire face justement en allant vers les autres, en allant chercher les ressources là où il y en avait, et également au travers de l'association que vous avez citée par rapport aux élèves étrangers, ce qui vous a permis certainement d'avoir une meilleure adaptation, d'avoir une ouverture culturelle et d'arriver jusqu'à les phases, on va dire, d'adaptation, voire d'intégration de la culture espagnole, puisque vous vous êtes entre autres mis au rythme espagnol, ne serait-ce que sur les repas. C'est juste un signe qui est très visible, mais il y en avait certainement d'autres que vous avez également pu mettre en place, puisque là, on voit qu'au final, vous allez même postuler pour aller sur un master en Espagne. Donc là, on voit une intégration vraiment jusqu'au bout du processus. Donc maintenant, on va passer peut-être, sauf s'il y a des questions dans le chat, mais je ne crois pas, il y avait plutôt des petites réactions, hein, voilà, sur faire attention aux arnaques. Il y avait des rappels par rapport aux bourses, hein, puisque on a cité beaucoup Erasmus, mais les régions proposent également des bourses, hein. Là, dans le chat est cité la façon de citer les bourses de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais chaque région, bien sûr, va également avoir ses propres systèmes de bourses pour les étudiants. Donc maintenant, on va passer à Aglaé, qui a vécu on va dire un autre type de mobilité, puisque c'était dans le cadre d'un volontariat en Inde. Aglaé, on peut vous laisser expliquer un petit peu votre parcours? Oui, bien sûr. Bonsoir, j'espère que Bonsoir. vous m'entendez bien.
Donc moi, je vais vous parler de mon projet solidaire à l'international, qui est en fait qui était partie intégrante de mon cursus d'études en licence. Donc c'était une matière à part entière qui consistait à créer une association et en petit groupe d'étudiants, d'aller chercher des fonds, de soulever des fonds pour financer soi-même son voyage et une fois sur place, de faire un don à une autre association dans un pays à l'étranger. Donc nous, on était un groupe d'étudiants, on était 4, 2 filles, 2 garçons. On est parti un mois en Inde. On a trouvé en fait une association déjà existante à Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Et en fait, on a sympathisé avec le président de l'association. Et de là, on a décidé de partir en Inde. Dès notre arrivée sur place, on a été guidé, par exemple pour le logement, par le président de l'association, qui avait beaucoup de contacts sur place. Donc, on n'a pas dû chercher notre logement, ce qui était une grande aide. Euh, et dès notre arrivée, on a été tout de suite mis dans l'ambiance. On a été très perturbé sur tous nos sens, les couleurs, les odeurs, les bruits qui sont incessants en Inde. Donc c'est une culture totalement différente de la nôtre en tout point. Euh, et en tant que femme aussi, une autre différence culturelle, on devait se couvrir au moins les épaules et les jambes si possible. La nourriture aussi, qui était très épicée, et on devait aussi manger avec les mains et faire attention à l'eau non potable, pardon. Donc éviter tous les stands de rue et les glaces sur la plage, etc. Mais pour autant, ces points-là, je les ai trouvés très enrichissants parce que c'est radicalement différent de notre culture. Et j'ai trouvé ça plus enrichissant que trop perturbant ou dérangeant. Enfin, c'était perturbant, mais pas. Pour moi, j'ai pas eu de, de petites dépressions ou de moments difficiles par rapport à ça, mais je le dois aussi beaucoup, je pense, au fait d'être entourée une fois sur place avec mon groupe d'amis, avec qui ça s'est très bien passé, mais aussi grâce au contact du président de l'association avec qui on s'entendait très bien. Et aussi les enfants de l'orphelinat, parce que mon volontariat consistait à donner des ateliers dans un orphelinat et d'aider à la construction d'une classe sur place. Euh, et le contact avec les enfants s'est super bien passé. On leur a fait des dons de cadeaux, aussi un don d'argent, don financier à l'association directement. Et on a été très étonnés des sourires malgré leur situation difficile et assez triste. Certains enfants n'avaient plus de parents, et avaient perdu leurs parents très jeunes. D'autres ont été en orphelinat parce qu'ils ont été abandonnés. Donc c'est des situations qui sont très difficiles et pour autant les voir sourire et être heureux avec pas grand-chose, c'était vraiment quelque chose qui m'a positivement euh, impactée et qui m'a ouvert les yeux aussi sur les plaisirs simples et tout ce qu'on avait nous. Et pour autant, rien qu'un sourire, ça pourrait parfois faire toute la différence. Donc ça, c'est sur place à l'orphelinat. Aussi, on s'est très bien entendu avec les gens de l'orphelinat. Ils ont été très accueillants. Euh, Ils nous facilitaient vraiment la vie. Sur les aspects plus psychologiques, parfois je me suis sentie en tant que femme, j'ai ressenti un sentiment d'insécurité. Euh,
vis-à-vis des regards des hommes sur les femmes, etc. C'est quelque chose qui peut être très perturbant. Et donc, on décidait toujours de se déplacer en groupe, entre, donc, comme je disais, deux filles, deux garçons. Pour autant, il nous était rien arrivé, mais c'est aussi quelque chose que je recommanderais, de se déplacer en groupe, si possible, avec des garçons aussi. Et aussi, le fait d'avoir la peau très claire, ça attire les regards, mais mauv- pas d'un mauvais côté, je trouve, mais plus une curiosité. On nous demandait de prendre des photos, des selfies, etc., etc. Donc c'est un peu perturbant, mais rien de... Enfin, dans ces moments-là, je me suis pas du tout sentie en danger. Et encore une fois, j'étais entourée, donc c'était quelque chose de très réconfortant. Euh, voilà. Et donc, pour conclure, pour moi, ça a été une expérience très positive, enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses sur la culture indienne. Je me suis sentie intégrée, bien que, faut savoir que Pondichéry, la ville où j'étais donc, est une ancienne colonie française et anglaise. Donc, je dirais pas que j'ai eu un, je dirais pas que j'étais totalement intégrée dans la culture indienne. Aussi, on s'est fait des amis qui étaient français, d'un lycée français en Inde. Donc, on est resté quand même, je dirais pas entre nous, parce qu'on a quand même essayé de s'intégrer à la culture, mais déjà, la période de temps, on est resté un mois. Donc, c'était peut-être pas assez pour avoir vraiment un point de vue, d'être réellement intégré à la culture indienne. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, pour moi, c'était une expérience très positive et enrichissante. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Euh, Vous avez surtout parlé de, d'échanges, mais avez-vous vraiment partagé des moments communs avec les Indiens et comment? En anglais ou est-ce que tout le monde parlait anglais? Est-ce qu'il y a vraiment eu des moments communs avec les Indiens? Déjà, en Inde, tout le monde parle anglais, certes avec un accent fort, mais ils parlent anglais. Euh, on a partagé quelques moments avec les locaux, mais c'était toujours dans la famille, l'entourage du président de l'association avec qui on s'était bien entendu, et aussi les personnes de l'orphelinat. Donc, on a été par exemple au restaurant avec la famille du président de l'association. On a aussi, ils nous ont, dans la famille du président de l'association, il y avait un couturier qui nous a fait des saris sur mesure à ma copine et moi, du coup, et qui nous a offert une séance photo. Donc, ce sont les activités qu'on a faites avec ces gens-là, mais en dehors d'eux et de l'association à l'orphelinat, on n'a pas eu d'autres contacts avec les locaux. Et vous étiez actif dans l'association, dans l'orphelinat. Oui, oui, on donnait des ateliers, parfois des cours de maths, où on animait, on faisait des chorégraphies, etc. Merci. Merci pour votre présentation, Aglaé. Où là, Merci. donc on a changé de continent avec vous, hein. On est parti du coup en Asie et en Inde. On a vraiment ressenti la différence culturelle, hein, peut-être de façon plus importante encore, parce que vous l'avez bien dit, vous avez été perturbé par tous les sens, hein. C'est vraiment une formule qui est intéressante, on le voit. Au niveau visuel, bien sûr, c'est ce qui se donne à voir, mais également au niveau des odeurs, au niveau des sons, et au niveau du ressenti également, à travers, par exemple, le regard qu'on pouvait porter sur vous. Donc là, pour vous, c'était vraiment axé sur l'interculturalité. C'est vraiment certainement ce qui a été l'aspect le plus fort de votre mobilité. Donc, merci voilà, pour ce partage. Donc, on va maintenant passer à Chloé. Et puis, vous aurez bien sûr l'occasion, hein, de continuer après à poser des questions à nos différents témoins.
Donc Chloé qui est partie en Australie notamment pour un séjour d'études et puis qui a continué à voyager par la suite. Mais vous allez nous dire tout ça, Chloé. Bonjour, bonsoir, du coup, pour là où je Oui, suis. Vous m'entendez bien? très bien. Parfait. Du coup, oui, donc je suis partie donc, sur l'année 2022-2023 en échange pendant 2 semestres en Australie à l'Université de Sydney, donc, qui est en partenariat du coup avec l'IAE de Lyon, qui est une école, enfin plutôt une faculté de commerce et de management. Donc, je suis partie 2 semestres, à savoir que 2 semestres représentent une année entière dans ce cas-là, car le système australien est complètement opposé au nôtre. Donc, ils ont les vacances scolaires quand nous, on est en hiver, l'été et l'hiver pour eux, donc tout est inversé. Donc, c'était vraiment partir de juillet à juillet. C'est quelque chose auquel je n'étais pas forcément préparée. Alors pour autant, j'ai toujours voulu voyager et faire une mobilité à l'international. C'est donc dans le cadre de ma licence en 3e année. Mais j'ai toujours un petit peu plutôt projeté une carrière dans la mode, dans des choses comme ça. Donc je choisissais plutôt des capitales comme voilà Londres, New York. Et en fait, c'était en fonction de nos résultats universitaires que nos destinations étaient un petit peu attribuées ou du moins proposées. Donc, du coup, j'ai été attribuée à l'Université de Sydney, qui était absolument pas du tout dans ce que j'avais prévu. Mais je me suis dit que ça pouvait être une super belle expérience, car de toute façon, je voulais partir à l'étranger. Donc, j'ai accepté. Après, voilà, à savoir que je pense que c'est une décision qu'il faut vraiment, enfin, faut vraiment réfléchir à ceci, parce que donc, pareil, on a eu des bourses des régions, mais l'Australie est un pays au coût de la vie qui est quand même plutôt très cher. Voilà, pour tout à fait honnête, les bourses de la région nous ont aidés, mais ça aurait payé à peu près 2 mois de loyer sur un an. Donc, il faut être prêt à travailler ou il faut avoir, je pense, des fonds nécessaires pour partir dans ces pays. Il faut également garder en tête que c'est un pays qui est très loin de la France, donc les retours sont quand même un petit peu plus compliqués que voilà, si on part en Espagne ou en Suède, on peut peut-être rentrer pour les fêtes de famille. Si vous avez de la chance, j'ai eu de la chance, j'ai pu rentrer pour les fêtes de Noël, mais voilà, faut vous préparer quand même au fait que ça a un coût, les billets ont un coût. Il faut également regarder les visas, les assurances santé, parce que voilà, on est dans des systèmes différents, c'est pas les systèmes européens, on n'a pas les mêmes assurances santé, donc il faut regarder les conditions du visa, les conditions des assurances, enfin toutes ces choses-là administratives qui peuvent parfois être aussi assez lourdes en termes de coûts financiers, hein, qui ont un coût. Donc voilà, c'est des choses à regarder un petit peu à l'avance. Après, tout ce qui concerne le logement, l'université proposait des campus universitaires. J'ai délibérément fait le choix de ne pas prendre ces logements universitaires parce que je voulais vraiment, en fait, m'immerger un petit peu plus dans la culture, entre guillemets, on va dire, et voilà, chercher un logement par moi-même, trouver du coup une colocation par moi-même, donc, idéalement avec d'autres étudiants, mais pourquoi pas eux également avec des gens qui sont déjà dans le milieu du travail. Voilà. Donc, du coup, je cherchais quand même dans des régions, enfin, dans des zones, parce que Sydney est une ville assez étendue, donc je cherchais quand même plutôt dans des zones qui étaient assez près de l'université. Donc, vous pouvez notamment passer par des sites un petit peu, c'est un petit peu comme le Bon Coin, on va dire, donc ça s'appelait Flatmates, où vous pouvez soit chercher en fait des logements directement en rentrant vos budgets, en rentrant voilà la location que vous cherchez, ou alors vous pouvez également rencontrer des gens en fait qui cherchent un peu le même type de logement, et donc vous pouvez contacter ces personnes, essayer de chercher des logements ensemble. J'ai pas finalement trouvé sur ces sites comme ceci, ça s'est fait un petit peu par bouche à oreille à la fin, mais ça m'a quand même permis de rencontrer des gens en arrivant à Sydney, d'aller boire un café. Ça a fait des rencontres. À l'heure d'aujourd'hui, une des personnes que j'ai rencontrées sur cette application est une de mes meilleures amies qui vit au Canada. Donc, ça peut toujours servir. Vous pouvez également, je sais que moi, mon université organisait des réunions au préalable avant de partir pour rencontrer d'autres étudiants qui partaient dans les mêmes destinations que nous. Donc, j'ai également pu rencontrer d'autres personnes qui sont aujourd'hui toujours des amis dans ces réunions-là. Ça m'a également permis de, quand je suis arrivée en Australie, partager un Airbnb pendant une petite semaine avec 2 étudiants de la même université afin de réduire les coûts. Et voilà, c'était aussi un soutien émotionnel parce que vous faites 30 heures d'avion jusqu'à l'autre bout du pays. Vous arrivez, c'est l'hiver, parce que j'arrive en juillet, c'était l'hiver. 6 degrés, il pleuvait. C'est pas ce qu'on m'avait vendu, pareil. Donc, regardez bien la météo aussi parce que Sydney peut être une ville où il fait quand même assez froid. C'est pas l'Australie, c'est pas toujours 30 degrés. Donc, voilà, se renseigner un petit peu sur les températures également. Mais voilà, avoir un soutien, donc même si c'est pas forcément des amis, mais des gens qui peuvent potentiellement vous accompagner, chercher un logement avec vous, c'est toujours plus réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans les mêmes galères, qui voilà, cherchent un petit peu comme vous. Il faut également garder en tête que quand vous avez des petits coups de mou, bah, vous avez toujours l'opportunité d'appeler votre famille, mais qu'il faut penser au décalage horaire, que c'est pas 1 ou 2 heures. Ça tourne entre 8 heures et 10 heures en fonction des saisons. Donc, c'est vrai que ça a été quelque chose psychologiquement un petit peu dur, surtout au début. Moi qui étais très, très proche de ma famille, bah, du coup, les appeler, c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait, on ne vivait pas forcément
En même temps, ils dormaient quand moi j'étais réveillée, je m'étais réveillée quand eux dormaient. Donc, c'était parfois un petit peu compliqué. Donc, voilà, à garder en tête également. C'est vrai que ça peut être aussi un petit peu compliqué parce que vous voyez vos amis qui restent en France, qui vivent des choses. Vous êtes à l'autre bout du monde, vous vivez autre chose. Mais c'est vrai que moi, parfois, j'avais ce sentiment un petit peu de manquer des événements de famille, de manquer des événements entre amis. Donc, voilà, c'est sûr que ça peut être des choses qui peuvent être, ça peut être un challenge. Donc, voilà, faut y réfléchir aussi à l'avance. Mais voilà, après, ce qui concerne la vie sur place, donc moi, j'ai rapidement trouvé un travail également parce que je trouvais ça mieux déjà parce que l'université, j'avais pas tant de temps finalement qui était requis en termes de présence. Mais on va dire que l'université fonctionne plus en matière d'autonomie. Donc, vous êtes assez proche des professeurs. Ils n'hésitent pas du tout à vous aider. Vous pouvez directement leur envoyer des mails sur quoi que ce soit si vous avez besoin d'aide sur n'importe quel sujet, que ce soit professionnellement ou que ce soit sur des devoirs. Il y a énormément de projets en groupe. Vous travaillez énormément avec les autres étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. L'Université de Sydney, il me semble qu'il y avait 40% d'étudiants qui viennent de l'étranger, que ce soit de Chine, que ce soit d'Europe, que ce soit d'Amérique. Donc, énormément de diversité. Ils organisent énormément aussi de journées d'intégration. Donc, vous avez l'occasion de rencontrer d'autres gens qui sont comme vous, qui partagent un petit peu les mêmes expériences que vous. Donc, c'est l'occasion aussi de rencontrer de nouveaux amis. Mais donc voilà, donc j'avais pas mal de temps en dehors de l'université, donc j'ai choisi de trouver un travail. Donc je travaillais dans un café. Ça m'a également permis de perfectionner mon anglais parce que vous parlez tout le temps en anglais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a quand même beaucoup appris. Ça m'a permis d'être bilingue et de pouvoir voyager encore à l'heure d'aujourd'hui sans problème. Donc voilà, donc et puis c'est toujours enrichissant parce que voilà, vous parlez avec d'autres gens, vous voyez d'autres cultures, ça m'a un petit peu montré voilà comment ils vivaient. Donc ils aiment bien leur café le matin, leur petit brunch le matin. Les Australiens vivent très tôt, à l'inverse des Espagnols, comme disait Mélissa, ils sont très à l'opposé. Donc ils mangent souvent à 11 heures, à 17 heures, c'est déjà l'heure du dîner. Ils ont une tendance à travailler très tôt le matin. À 17 heures, tout le monde va à la plage surfer. C'est une vie qui est quand même pas mal aussi cool, hein. C'était très très sympa. Et ouais, donc cette expérience m'a beaucoup apporté. J'ai quand même pas mal parlé, donc je vais conclure. Mais cette expérience, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Donc déjà aussi un peu, voilà, l'envie de voyager encore plus parce que j'ai pu pas mal voyager pendant cette année en Australie. Grâce à mon travail, j'ai pu faire quand même toute la côte est australienne parce que vous faites des amis, vous voyagez ensemble, vous faites des week-ends, vous faites, enfin, il y a plein de choses à faire. Donc ça m'a beaucoup apporté de ce côté-là. Et puis beaucoup d'indépendance aussi parce que vous êtes à l'autre bout du monde, vous êtes tout seul, c'est une autre langue. Et dès qu'il y a un problème, vous pouvez appeler vos amis, votre famille pour vous remonter le moral, mais à la fin de la journée, vous quand même vous débrouillez tout seul, donc il faut trouver une solution par vous-même. Mais ça m'a beaucoup apporté, voilà. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas recommencé le master, j'ai fini ma licence, mais j'ai choisi de voyager. Donc ça fait un mois que je suis en Thaïlande et je pars demain pour le Vietnam. Donc ça m'a donné l'amour du voyage, on va dire, et de découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Mais j'aspire toujours à retourner en Australie. Je cherche un visa pour pouvoir y retourner à la rentrée prochaine. Donc, c'était une très bonne expérience finalement. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Chloé, pour ce témoignage. Euh, Vous avez mis l'accent au début un petit peu sur voilà, la différence qu'il y avait entre l'Australie et puis le continent européen, avec des démarches qui pouvaient être un petit peu lourdes sur les assurances, la santé, trouver un logement, etc. Vous dites que ça avait été lourd. Est-ce que au niveau psychologique, ça a eu un impact sur votre adaptation? Essayez de vous remettre dans l'état d'esprit de quand vous êtes arrivé. Est-ce que toutes ces démarches, Alors, je sais pas forcément si quand je suis arrivée, je pense qu'une fois c'était un petit peu derrière moi, pour le coup, à part voilà pour le logement qui restait quand même un stress assez présent au début. Ça n'a pas été très simple de trouver un logement, mais c'était plutôt voilà au préalable, donc les visas. Les visas après nous demandaient, par exemple, si c'était des visas étudiants, il fallait monter à Paris pour réaliser des empreintes biométriques. Donc en fait, il y avait plusieurs étapes quand même à prendre en considération. Après, il y avait toujours un certain temps, donc vous savez que on a pu avoir en fait nos délais de réponse des universités autour de avril, sauf qu'après, il fallait considérer le temps que le visa soit accordé, qu'après, il fallait monter à Paris faire ses empreintes. Et c'était toutes des petites étapes un petit peu stressantes parce que vous attendez toujours la réponse, sachant qu'il y a autre chose à faire. Vous devez prendre votre billet à un moment donné, mais vous n'êtes pas sûr que votre visa va être accepté. Donc, c'est des coûts, mais sans être vraiment sûr du résultat. Donc, je pense que c'était un petit peu ça le stress. Après, l'avantage, c'est que j'ai fait tout ça au préalable et un peu comme tout le monde. Du coup, vous êtes toujours avec votre famille qui vous êtes toujours, et pour le coup, même si les sites sont en anglais, vous avez quand même l'aide des autres étudiants aussi qui font un petit peu la même chose. Donc ça a été, voilà, quand vous arrivez, c'est plutôt après la vie sur place, en fait,
comment vous allez vous en sortir, mais en général, voilà, vous avez d'autres gens qui partagent les mêmes choses que vous, donc pas trop de mal avec ça, quoi. Et voilà, n'hésitez pas, si jamais c'est pareil, un peu comme disaient Gaël et Mélissa, il y a toujours des groupes comme les Français en Australie, ou même d'autres groupes sur WhatsApp, des choses comme ça, où les gens, voilà, vous avez des questions, ils sont toujours prêts à aider, donc il n'y a pas de souci avec ça. Même les Australiens, en général, qui ne comprennent pas le français, mais qui sont toujours très, très attentifs et voilà, qui n'hésitent pas à aider. On a des questions qui sont posées. Merci Chloé. La première question, c'est que penser des obstacles psychologiques qui existent avant même le départ et qui font que certains ne sauteront jamais le pas? Et Mélissa a répondu de son côté en disant que les obstacles sont réels, mais ils se solutionnent en arrivant sur place si on est bien entouré, donc le fait d'être entouré. Et elle donne, je traduis vos propos pour ceux qui ne le verraient pas, hein, donc le fait que vous aviez de grandes inquiétudes, mais qu'en vous renseignant bien, en étant entouré, vous avez réussi à sauter le pas. Alors, peut-être ajouter aussi le fait que c'est vrai que plus on est informé, plus on va se sentir rassuré, hein, ça c'est important. Maintenant, il y a aussi d'autres gradients, par exemple partir en groupe, au moins pour le voyage, et ça aussi, Mélissa en avait parlé, Aglaé aussi. Partir en groupe, ça peut aussi faire partie un peu de ce phénomène de rassurance. Si ça n'est pas suffisant, je vous rappelle qu'on peut faire déjà de la télécollaboration et donc peut-être échanger déjà à distance. Ça peut aussi donner envie d'aller vers l'autre puisqu'on le connaît déjà, même si c'est par écran interposé. Savoir aussi que quand on part en mobilité accompagnée avec son établissement scolaire, si on est dans le secondaire ou avec son établissement supérieur, généralement, c'est une situation qui est plus réconfortante, hein, qui est aidante parce qu'on a un cadre, on peut dire où on va aller, combien de temps ça va durer, on a une adresse pour les cours, voilà. Donc c'est plus rassurant que ce qu'évoque Chloé quand elle dit que maintenant elle part par elle-même et donc sur un degré d'autonomie différent, bien sûr. Hein, donc il y a des gradients et si on regarde les expériences qui ont été citées, là on voit bien qu'il y a plusieurs petites choses qui peuvent aider à passer le pas. Peut-être aussi se préparer tout doucement ou rencontrer des étudiants étrangers qui sont sur place pour peut-être qu'ils parlent de leur pays et que ça donne aussi envie de partir. Voilà. La deuxième question, c'est comment ça se passe les bourses pour les pays hors Europe. Alors, il n'y a pas de bourse pour les pays hors Europe lorsqu'on parle par soi-même, sans être dans un dispositif de programme ou institutionnel. Alors, je voyais dans le chat qu'on parlait de la bourse Fulbright, par exemple, de la commission franco-américaine Fulbright. Donc, il peut y avoir des dispositifs de ce fait hein, qu'on peut solliciter, mais il y aura toujours des conditions particulières. Sinon, le plus simple, c'est de partir avec un programme accompagné avec son établissement scolaire. Là, généralement, il y a une aide financière qui ne couvre pas forcément tout, mais qui peut aider. Et c'est notamment le fait de partir avec son établissement qui ouvre droit aussi à la bourse de la région. Alors, toutes les régions n'ont pas les mêmes bourses. Sur le site Euroguidance-france.org, vous aurez une rubrique sur le financement et région par région, vous verrez justement quelles sont les aides disponibles. Voilà, je pense que on a répondu à tout. Et j'aimerais poser une dernière question aux témoins, puisqu'il n'y a pas de féminin à témoin. J'aimerais savoir si vous avez gardé des contacts avec les gens sur place et que vous entretenez encore des relations avec eux. Et de quel ordre? Uniquement bonjour ou bien ou c'est vraiment des projets un petit peu plus actifs, de retourner, de faire quelque chose ensemble, par exemple. Je sais pas si, enfin, ça me dérange pas de commencer, si jamais.
Pour le coup, moi, mes amis sont vraiment mes amis auxquels je suis le plus proche aujourd'hui. On est tous un petit peu rentrés à des moments différents de notre échange. Parce qu'on n'avait pas tous on faisait les mêmes échanges. J'ai rencontré des personnes qui venaient de France, mais également des personnes qui venaient d'Allemagne, qui venaient. J'ai pas rencontré tant d'Australiens finalement, à part dans ma vie professionnelle, mais on va dire que c'était plutôt voilà d'autres étudiants qui étaient en échange ou qui avaient des programmes comme ceci. Et ils ont fait en sorte de tous venir en septembre. Ils ont tous pris un vol pour venir nous rejoindre en France, qu'on passe un long petit week-end ensemble. J'ai des amis là, donc moi je suis actuellement en Thaïlande, mais j'ai des amis qui sont repartis à Sydney, rejoindre quelques-uns qui étaient restés là-bas. Donc ça a quand même créé des relations qui sont très fortes, je dirais, parce qu'on était tous un petit peu seuls au départ. On n'avait pas notre famille, donc en fait on s'est créé notre propre famille tous ensemble. On habitait en plus dans une même maison, donc c'est un petit peu plus simple aussi. Mais oui, ça a créé des vraies relations. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours des gens qui sont très importants dans ma vie et que je côtoie Mhm. pas régulièrement, c'est un grand mot vu qu'on n'habite pas forcément dans les mêmes pays, mais du moins dès qu'on peut. Mhm. Ok. Donc particulièrement avec les gens qui étaient eux-mêmes en mobilité là-bas, en fait, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Moi, c'est totalement l'inverse du coup. Pour reprendre ce que disait Chloé, moi au contraire, je n'ai pas gardé de contact avec les autres personnes qui étaient en mobilité. Par contre, j'ai gardé des contacts avec mes colocataires qui étaient espagnols. Et en fait, j'ai une colocataire qui est restée habiter là-bas, dans la maison dans laquelle on vivait avec ce couple et avec qui je parle encore régulièrement et qui là prochainement va aller faire nos visites de maison parce que nous redéplacer jusque là-bas pour faire une visite c'est compliqué, mais elle du coup va faire les visites à notre place et s'il faut récupérer les clés, c'est elle qui les récupérera donc je Ouais. pense que ça montre qu'on est encore proche. Sinon je lui laisserai pas récupérer les clés de ma maison. Mais, mais non, non, enfin, j'ai même le couple avec qui je vivais, on est resté encore très très proches. Enfin, Mhm. voilà, Mhm. Ouais. à ce niveau-là, pas de problème. Ouais. Donc là, c'est encore autre chose, sachant qu'on est en Europe, donc c'est peut-être aussi différent sur la même continent, hein. Les codes sont peut-être aussi plus simples à partager. Et Aglaé? De mon côté, donc j'étais partie avec 3 autres étudiants, donc évidemment on a gardé contact puisqu'on venait de la même école. Une fois sur place, on avait rencontré 2 autres personnes, une Française qui venait aussi de notre université. Avec elle, on a gardé contact sur les réseaux sociaux, donc quelques messages pour prendre des nouvelles. Et idem pour un franco-pondichérien qui étudiait au lycée français de Pondichéry, de la même façon sur les réseaux sociaux de temps en temps pour prendre des nouvelles. Et d'ailleurs, cette personne fait maintenant ses études à Paris. Donc, Mhm. Ok, donc là, une mobilité plus courte dans une culture très différente, mais où le fait d'être épaulé et de rencontrer des Français paraissait important en fait. oui, c'est une expérience que j'ai super bien vécue de façon très positive. Et en y réfléchissant, en prenant du recul, je pense que ça aurait été peut-être pas totalement différent. Je pense que ça aurait été tout aussi enrichissant, mais je me serais sentie peut-être plus en insécurité et peut-être que j'aurais expérimenté plus de coups bas, alors que là, j'en ai eu aucun. Donc, Mhm. je pense que c'était très important d'être entourée. En tout cas, en ce qui vous concerne, par rapport à votre personnalité, c'est ce qui vous convenait Oui, à ce moment-là. Et ça, c'est important. Ok, merci. merci. Si je peux juste me permettre d'ajouter une dernière chose par rapport aux inquiétudes psychologiques aussi dont on avait parlé. Moi, je sais que le côté financier m'inquiétait beaucoup au départ avant d'avoir les chiffres, etc. Parce qu'on a eu les chiffres que très tard, en fait. Les acceptations de bourse ont été très, très tardives comparées aux réponses, en fait. On a eu les réponses qu'on était acceptées bien avant les réponses des bourses. Et du coup, moi, ça a été le gros problème. C'était est-ce que je vais avoir assez au final pour pouvoir Mhm. partir parce que, contrairement à Chloé, je ne savais pas si j'allais pouvoir travailler là-bas, je ne savais pas du tout si j'allais me sentir de travailler et en fait, au final, les bourses en Europe, en tout cas, et pour l'Espagne, moi, dans ma faculté, étaient largement suffisantes pour que je puisse vivre sans avoir besoin de travailler à côté. Elles payaient aussi bien mon loyer. Enfin, moi, du coup, le loyer, dans le loyer, la femme nous faisait à manger, et cetera. Donc, en fait, tout était compris dans la partie loyer, aussi bien l'eau, l'électricité que la nourriture.
Et du coup, c'est vrai que ça me permet, enfin, mes bourses étaient largement suffisantes pour payer le loyer, pour payer le bus et des quelques sorties à côté. C'était pas non plus, j'avais pas une vie de princesse, hein, mais c'était largement suffisant pour pouvoir y vivre. Mhm. Donc, je sais que ça, c'était quelque chose qui pouvait m'inquiéter. Donc, si ça peut rassurer d'autres personnes, sachez que, en fonction de où vous partez, les bourses peuvent être suffisantes. Oui, et le coût de la vie sur place est très différent en fonction des pays où vous êtes allé, ce que mentionnait Chloé aussi, hein, C'est ça. où le coût de la vie en Australie était beaucoup plus élevé en fait. Alors qu'en Espagne, il était beaucoup moins élevé qu'en France. Mm. Donc, Et en Inde, j'imagine que c'était plutôt bon marché sur place. D'ailleurs, vous avez tout financé avec la levée de fonds que vous avez fait par votre association, c'est bien ça? Oui, c'est ça, uniquement par des dons, des initiatives, du démarchage, des tombolas. Mhm. Ok. Et le coût de la vie sur place, extrêmement peu cher. Mhm. Ok. Et tout ça à l'université, hein. Oui, en licence. Ok. Ok, bah merci beaucoup aux témoins. J'aurais volontiers continué encore, mais je pense que il est plus que l'heure. Euh, Merci d'avoir apporté ces éclairages très différents, très personnels aussi. Euh, je pense que c'est important de traiter la mobilité aussi sous cet angle-là, hein, parce que se sentir bien, bah, c'est très important. Merci à ceux qui ont participé et qui ont chatté librement entre eux. J'espère que tout le monde a trouvé un bénéfice à cette rencontre, que nous mettrons en replay sur le site Euroguidance et la chaîne YouTube Euroguidance, si toutefois les intervenantes nous autorisent à le faire. Voilà, je te laisse conclure, Yvan. Voilà, merci Isabelle, donc merci à tous nos témoins, donc Gaël qui a dû nous quitter il y a quelques minutes, donc Mélissa, Aglaé et Chloé, donc merci pour tous vos témoignages. Je vais peut-être conclure simplement en relayant les propos de Mathilde Blondeau, qui est chargée de mission à Drarec de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, qui dit que souvent les problèmes sont dus à un manque de communication et que surtout, il ne faut pas hésiter à parler dès le moindre souci. Et c'est un petit peu ce qui a transpiré à travers votre témoignage, où voilà, dès qu'il y a eu un petit problème, eh ben, vous avez su aller chercher du soutien psychologique ou du soutien auprès de différents secrétariats, professeurs, etc. Donc voilà, c'est pour le mot de la fin, voilà, ne pas rester tout seul et puis bien verbaliser le plus possible, en tout cas, les difficultés avant qu'elles ne deviennent trop compliquées et finalement insurmontables. Donc merci à tous. Donc comme Isabelle l'a dit, donc cette vidéoconférence sera en replay sur notre chaîne YouTube. Et donc, on se retrouvera en avril. Je n'ai plus exactement la date en tête, mais vous la retrouverez sur notre site pour une dernière visioconférence dédiée plutôt à la valorisation de la mobilité, c'est-à-dire une fois rentré, comment est-ce qu'on peut valoriser cette mobilité. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette visioconférence. On n'a presque pas dépassé le temps. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. bonne Au soirée. revoir. Au revoir, merci.